Ma mère et ma sœur fêtaient les 90 ans de mon grand-père. Mon mari s'est penché et a murmuré, « Prends tes sacs. On doit rentrer. » Fais comme si de rien n'était. J'ai pensé qu'il exagérait, jusqu'à ce qu'il verrouille la voiture et dise, « Il y a quelque chose qui cloche, vraiment. » 5 minutes plus tard, j'ai appelé la police. Je n'avais pas vu la plupart des gens là-bas depuis des années, certains depuis 5 ans, d'autres plus longtemps. Certains, j'étais certaine de ne jamais les avoir rencontrés. Quelqu'un m'a tendu une flûte à champagne en plastique. Un enfant est passé en courant avec une assiette en carton comme s'il conduisait. Chaise pliante, lampion, musique douce diffusée par une enceinte Bluetooth. Tout l'attirail d'une simple fête en plein air. Amusante, un peu bizarre. Ça aurait dû se passer comme prévu, et ce n'était pas le cas pendant la première heure. Je me suis tenue près de la table à manger, faisant semblant de me soucier des brochettes de raisin. Mon mari, Roger, se tenait à côté de moi, un verre de vin blanc à la main, regardant la foule d'un regard froid comme s'il voulait partir sans dire un mot. Ma mère était détendue, serrant tout le monde dans ses bras, essuyant ses larmes, appliquant du rouge à lèvres avec un mouchoir. Papa était assis près du barbecue, se plaignant du temps comme si c'était une insulte personnelle. Ma sœur, Nathalie, avait disparu. Son mari riait tout seul de quelque chose dont personne d'autre ne riait. C'était la maison de grand-père, mais elle ne semblait plus lui appartenir. Il l'avait construite après avoir fait fortune. Elle n'était pas Tapa sans Graveleuil, mais elle était assez grande pour que les gens murmurent à propos de sa fortune. Ils vivaient tous ici maintenant, maman, papa, ma sœur et son mari. Il y avait probablement de la place. Nous étions arrivés de Londres la veille. J'avais demandé pendant des années quand je pourrais revenir, et la réponse avait toujours été vague. Pas le bon moment. Grand-père n'allait pas bien. Peut-être l'année prochaine. Puis, ce printemps, maman a dit, « Si tu veux vraiment le voir, reviens pour son anniversaire. » J'y ai cru. Je pensais que maman s'adoucissait, que c'était la vraie affaire. La fête battait son plein quand on l'a fait sortir en fauteuil roulant, les cheveux coiffés en arrière, vêtu d'un pull dont je me souvenais vaguement. Les gens applaudissaient comme s'il marchait sur un tapis rouge. Yerestais figue. Il avait l'air fort, trop fort. Son visage était lisse, son regard absent, comme s'il écoutait une chanson que personne d'autre ne connaissait. Je lui ai fait signe de la main. Il n'a pas répondu. Je me suis dit que c'était juste l'âge. Maman lui a murmuré à l'oreille, et il n'a pas dit grand-chose de plus. C'était dur. J'ai hoché la tête comme si je comprenais. Maman a levé son verre et a porté un toast d'une voix tremblante, donnant l'impression que c'était plus pour elle que pour lui. 90 ans de sagesse, d'amour et de tolérance, a-t-elle dit. Il a fondé une famille. Il nous a donné cette vie. Certains invités ont sangloté. Une femme derrière moi a murmuré, « Comme c'est beau !» Roger n'a pas applaudi. J'ai vu ses yeux fixés sur grand-père, ou plutôt sur l'homme en fauteuil roulant, comme s'il essayait de mémoriser chaque ride. « Roger ?» ai-je demandé doucement en le poussant doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne répondit pas. « I'll continue simplement à observer le home. »« Roger ?» répéta-t-il en se penchant. « Prends tes sacs. On doit partir maintenant. Fais comme si de rien n'était. » Je ricana. « Tu plaisantes. » Il ne rit pas. Ses yeux ne clignèrent pas. « Prends tes sacs. »« Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Souris. Rentre. Fais tes bagages. » Je le regardai attentivement. « Roger. Qu'est-ce passé-t-il ?» Il tourna lentement la tête, me regardant enfin. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. J'avais les mains froides. Je me tournai vers grand-père. Il ne bougea pas. Ses mains étaient sur les accoudoirs comme des bibelots. « Tu es sérieux ? » demandai-je. Roger ne répondit pas. Il était déjà dans la maison. Je le suivis à l'étage. J'ajustai précipitamment la fermeture éclair de mon sac de sport. Mon cœur battait fort. J'avais la bouche sèche. Je me disais, s'il a tort, honte à lui. Sinon, on était dehors. Personne ne nous a arrêtés ni regardés. Dans la voiture, Roger a ouvert la portière passager, comme un gentleman dans un film d'espionnage. Nous sommes montés. Il a verrouillé la portière. Puis il a saisi le volant et a dit, « Ce n'est pas ton grand-père. » Je me disais que j'imaginais peut-être des choses, la différence, la façon dont les choses se passaient entre ma sœur et moi. Peut-être étais-je trop sensible. Peut-être étais-je trop exigeant.
Peut-être cherchais-je des raisons de me sentir abandonnée. Je me le répétais sans cesse jusqu'à ce que Nathalie ait 18 ans, et que la famille soit comme le Titanic de l'adieu, lorsqu'elle se tenait devant la porte avec son sac à dos et une bourse complète. Maman pleurait comme une âme en peine. Tu n'es pas obligé de partir, a-t-elle supplié. On va se débrouiller. Reste encore un peu. Et moi, il y a 2 ans, à 18 ans, mon père m'a tendu ma valise d'un hochement de tête. Il est temps de grandir. Tu es adulte. Vas-y, construis ta vie, a-t-il dit. Il n'y a eu ni câlin, ni larmes, ni aide pour faire les valises. Je ne suis pas amère. Je suis sérieuse. J'ai déménagé, je suis allée à l'université et j'ai vécu ma vie. Mais le sentiment d'être mise à l'écart comme une invitée d'honneur tandis qu'on suppliait ma sœur de rester me hantait. Le plus drôle, c'est que l'université n'était pas envisageable. Je savais que je devais partir. Non pas parce qu'on m'y avait forcé, mais parce qu'il me fallait une raison. Mes parents ne m'ont pas donné un centime, ils ne m'ont même pas demandé ce que j'étudiais. Mon grand-père m'aidait en secret. Il m'envoyait de l'argent tous les 2 ou 3 mois, juste assez pour le loyer, la nourriture et quand j'étais faible. Sans chichi, sans leçon de vie, juste un chèque plié et une lettre à l'écriture tremblante. J'espère pouvoir t'aider. Fier de toi. Il était là depuis que je sais parler, mon grand-père à mes côtés. Il m'avait ramassé, m'avait raconté des histoires sur un ton chargé de secrets. Il avait fabriqué des jouets en bois, m'avait appris à me servir d'un rabot quand je portais encore des chaussures à scratch. Il sentait le cyprès et le thé à la menthe poivrée. À l'époque, j'avais l'impression qu'il m'avait pour lui tout seul, que j'étais son petit-fils préféré. Peut-être l'était-il. Mais la vie nous a tous séparés. L'université est devenue le travail. Le travail est devenu Roger. Et soudain, la vie nous a conduits à Londres. Pas une évasion spectaculaire. Juste une opportunité, du travail, du timing et peut-être, honnêtement, du soulagement. La distance facilite les choses. Facile d'ignorer le fait que mes parents m'appelaient rarement. Facile de prétendre que le silence n'était qu'un décalage horaire. Facile de ne pas ressentir le vide après chaque conversation avec Nathalie. Malgré notre nature amicale, nous sommes restés en contact. Des emails de vacances et quelques appels Zoom. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était par appel vidéo. Il paraissait plus âgé, mais toujours vif. Il m'a interrogé sur mon travail. Je lui ai demandé des nouvelles du jardin. Il a plaisanté sur les écureuils qui mangeaient les tomates. C'était il y a 3 ans. Après ça, les choses se sont calmées. Je lui ai demandé de parler, et ma mère m'a dit qu'il dormait, qu'il était fatigué ou trop faible. Finalement, maman a cessé de répondre. Je pensais que c'était normal. Les personnes âgées ont besoin de temps pour se retirer. Quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas insisté. J'avais une vie, un travail, un mari. J'avais dit que ce n'était pas personnel, et on m'avait gentiment et poliment mise à l'écart. Puis est arrivée l'invitation d'anniversaire, ou plutôt la permission. Si tu veux vraiment le voir, m'a dit maman au téléphone, pour ses 90 ans. Je n'ai pas hésité. J'ai réservé des billets ce soir-là. J'espérais que ça aurait du sens. Je pensais que ça changerait quelque chose, que je reviendrais. Puis je suis entrée dans une fête où je ne connaissais personne, en terre étrangère, réalisant que cet endroit ne m'appartenait pas, si tant est qu'il m'ait jamais appartenu. Maintenant, ils vivaient comme une vraie famille. Je n'étais qu'une visiteuse. Je me suis dit que c'était mon imagination, que je voyais des fantômes, que j'étais trop susceptible. Puis Roger s'est penché et m'a dit « Prends ton sac ». Ce n'était pas mon imagination. Nous étions assis dans la voiture comme si nous avions commis un crime. Ou échappé à un crime. Je n'en savais rien. Roger tenait le volant, attendant une réaction. Ses mains étaient blanches. Je me suis figée en train d'attacher ma ceinture, mais pas complètement. Tout semblait irréel. Tu veux dire que ce n'était pas mon grand-père ? Ai-je demandé. Il ne m'a pas regardé. Je veux dire que ce n'était pas ton grand-père. Je l'ai regardé comme s'il avait dit que la tarte était faite d'uranium. Il a dit, un imitateur ? Comme Scooby-Doo ? Pas le masque. Ses oreilles étaient différentes. J'ai cligné des yeux. Des oreilles ? Roger m'a finalement regardé. Tu ne comprends pas ? Je me souviens si bien des visages des gens depuis que je suis enfant. Je pourrais dessiner quelqu'un que j'ai vu une fois à la gare en 2009. Je n'oublie ni un visage ni une oreille. Ce n'était pas ton grand-père.
J'ai fondu de l'intérieur. J'avais envie de rire, mais pas de rire joyeux. De rire défoncé, brisé, comme une chute d'une falaise. Je me suis pris les mains au visage. Essayan de raisonner. Qui alors? Qui pourrait le remplacer? Roger a regardé la maison. Ton oncle? Me suis-je demandé. Il lui ressemblait quand il était jeune, dit-il. J'ai dit oui. Mais c'était il y a longtemps. Il n'était pas à la fête. Il n'a pas dit un mot. Il portait des lunettes et une barbe. Peut-être un léger déguisement. Pas trop. Mais ses oreilles étaient différentes. Roger, dis-je, je sais que je ne me fais pas d'illusions. Il hocha la tête. J'appuyai mon front contre la vitre. Son souffle embua la vitre. Mon cœur battait si fort qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je ne voulais pas le croire. Je voulais me sentir à nouveau comme une étrangère dans la maison, une fille secrète, rejetée par sa famille. Cette version était bien plus rassurante. Où est mon grand-père? Roger ne répondit pas. Où est mon grand-père? La question me traversa comme une fièvre s'éteignant. Tout tournait. Les salutations affolées, les larmes, la liste vide des invités, la façon dont il me tenait à distance. Sa façon de ne pas parler, la façon dont il me tenait à l'écart de lui. Je ne t'ai pas parlé depuis 3 ans, ai-je lâché. Roger a détourné le regard. Quoi? J'ai dégluti. 3 ans. La dernière fois, c'était sur Zoom. Il avait l'air fatigué. Maman disait qu'il était trop malade pour parler. Chaque fois que j'appelais, il disait qu'il se reposait ou qu'il avait eu une mauvaise nuit. Je pensais que j'exagérais. Maintenant, je ne sais plus si j'ai vraiment crié en vain pendant tout ce temps. Tu devrais appeler quelqu'un, a dit Roger. Je l'ai regardé. Tu veux dire la police? Il a hoché la tête. Si c'était mal, ce n'était pas mal. Je suis resté immobile, sans respirer. J'ai imaginé le visage de maman en partant. Le sourire forcé qui ne la regardait pas dans les yeux. Le léger hochement de tête qu'elle avait fait, comme si j'étais une étrangère dans sa vie. Je vais tout gâcher, ai-je murmuré. Victoria, a dit Roger doucement, ce n'est pas ta faute. J'ai attrapé le lourd téléphone. Mes doigts ont joué avec l'écran. Puis j'ai appelé. La police est arrivée plus vite que prévu. Ils étaient habillés de façon décontractée, légère. Ils nous ont parlé à l'extérieur de la voiture. J'ai essayé de leur expliquer brièvement et raisonnablement mes soupçons quant à l'identité de mon grand-père. Je ne savais pas où il était et cela me semblait très étrange. Ils posaient des questions calmement, comme un piège, même si ce n'en était pas un. Puis ils sont entrés dans la maison comme s'ils livraient un colis. Je me suis assis dehors et j'ai observé. La fête ne s'est pas arrêtée immédiatement. Personne n'a paniqué. Le désastre n'était pas venu des cris ou des courses. Pire encore, tout semblait s'être arrêté, s'évanouissant comme si le bouton de la réalité avait été baissé. Les invités tenaient toujours leur verre, souriaient, mais leurs yeux étaient vides, leurs épaules se crispaient. La police a commencé à séparer les gens et à poser des questions. J'ai vu une personne parler à sa mère, qui semblait avoir avalé de l'alcool artificiel. Elle a réagi en agitant les mains, en secouant la tête. Sa bouche parlait vite, ses mains ne touchaient personne, pas même mon père. Il restait seul, regardant les buissons comme s'il cherchait une réponse. Je les ai vus parler à la personne en fauteuil roulant. Il n'a rien dit. Ils ont demandé à voir ses papiers. Ma mère est entrée dans la maison pour prendre quelque chose, mais n'a rien changé. Les policiers se sont penchés et ont continué à poser des questions à voix basse. Gardez un air sérieux et professionnel. Une personne se lève et part. L'autre reste. Finalement, la personne dans la voiture lève les yeux, dit quelques mots et hoche la tête. L'histoire n'est pas terminée. Un policier s'approche de la voiture et demande si nous pouvons rester en contact. C'est grand-père? Je demande. On vérifie encore. Mais vous connaissez la réponse. La personne ne répond pas directement. On vous recontactez bientôt. Puis il part. Je reste assise là, sentant le poids de chaque seconde qui pèse sur moi. Où est grand-père? Où est grand-père? Ce soir-là, mon téléphone sonne. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas si c'est des cris, des pleurs, ou même des hurlements. Pourquoi as-tu appelé la police avec ta famille? Tu te crois meilleur que nous parce que tu es marié loin? Tu ne comprends rien. On a fait ce qu'il fallait pour lui, pour tout le monde. Et toi? Que as-tu fait? J'ai essayé de parler, mais en vain.
Tu ne comprends pas. Tu n'as pas vécu ça. Alors, qu'as-tu fait? Où est grand-père? Silence. Puis la communication s'est coupée. Le lendemain matin, la police est arrivée à l'hôtel. J'étais sur le point de m'évanouir. Non pas parce que j'avais peur d'eux, mais parce que j'espérais encore que Roger imaginait des choses, qu'il voyait les choses de travers, qu'il exagérait. Mais ils ne sont pas venus pour m'arrêter ou m'interroger. Ils sont venus m'annoncer la mort de mon grand-père. Pendant 3 ans. Ils ont parlé doucement, avec professionnalisme. L'un a surtout parlé. L'autre m'a regardé fixement comme s'il attendait que je m'enfuis. Ils ont dit que la famille avait volontairement signalé l'incident. Il est décédé en mars 2022 de cause naturelle. Le corps avait été enterré en secret. L'enquête se poursuit en attendant les résultats de l'autopsie. Leurs paroles étaient comme des gouttes de pluie tombant sur une porte verrouillée. Je les écoutais, mais je ne pouvais pas les assimiler. 3 ans. Et j'ai envoyé une carte d'anniversaire. J'ai suggéré un appel vidéo. Je me suis demandé si mon absence l'avait mis en colère. Ou s'il était simplement fatigué, confus, trop malade pour parler. Non, il était parti. Ils ne m'ont rien dit, ils n'ont rien dit à personne. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit à la police. Ils ont peut-être demandé s'il souffrait. Ils ne savaient pas. Ils ont demandé si la personne en fauteuil roulant était mon oncle. Ils ont hoché la tête. J'avais envie de crier, ou de m'écraser, ou de ramper dans un trou pour ne jamais en ressortir. Au lieu de cela, j'ai dit « merci ». En bonne fille, en idiote polie. La nouvelle s'est répandue en ligne pendant des jours. D'abord, il y a eu des rumeurs, des publications sur Reddit, des blogs locaux. Puis une vidéo est apparue, un message d'anniversaire, ma mère essuyant des larmes, mon grand-père faisant semblant d'écouter, apparemment réel. La personne en fauteuil roulant était morte depuis 3 ans. Sa famille a organisé une fête d'anniversaire pour l'imposteur. Les réseaux sociaux ont fait ce qu'ils voulaient, se moquer, spéculer, déchirer la famille. Je n'ai pas lu les commentaires. Je n'ai lu que les 20 premiers, puis j'ai abandonné. On m'a traité de toutes sortes de noms, complice, narcissique, enfant ingrat, j'aurais dû laisser la famille tranquille. Celle qui a une opinion. Puis l'appel est venu de l'avocat. Pas de la famille. L'avocat de mon grand-père. Victoria, j'ai essayé de te contacter à plusieurs reprises. Dernièrement. Grand-père t'a laissé ses biens, la maison, le commerce, la fiducie, tout. J'ai regardé le sol, le léger décalage du carrelage de la cuisine. Sa voix était douce, ce n'est pas un secret. Il l'a dit à ta mère, à tes sœurs, il y a des années. Tout est soudain devenu clair. Les mensonges, les secrets, les fausses fêtes, la personne en fauteuil roulant. La famille ne l'a pas seulement caché, elle m'a caché. S'il mourait, les biens seraient à moi. Si je ne le savais pas, il pourrait vivre chez lui, dépenser son argent, faire comme si je n'existais pas. J'ai appelé ma mère. Je ne savais pas ce que je voulais, une réponse ou des excuses. Elle a immédiatement décroché. Fils ingrat. Comment oses-tu? Sa voix tremblait de colère. Ni de tristesse, ni de honte, mais de rage. Tu as appelé la police, tu as sali la famille. Tu ne comprends rien. 2ES Part 1. Tu as abandonné ta mère, et maintenant tu redeviens un héros. J'ai essayé de parler. Elle m'a rétorqué, m'empêchant de parler. Où es-tu? Où es-tu? Les jeux interrompus. Silence. Que lui est-il arrivé? Que as-tu fait de son corps? Elle a dit froidement. Tu ne peux pas demander. Pas maintenant. Je demandais chaque année. Elle a menti. On l'a protégée, on t'a protégée. J'ai ri. C'était un rire sec et brisé, comme quelque chose qui se brise sous la pression. Pas de protection. Un vol. Puis elle a raccroché. Au cours des semaines suivantes, l'enquête a progressé lentement, puis rapidement. Il y a eu des déclarations, des interrogatoires, des décisions de justice. Finalement, l'autopsie a confirmé la version de la famille. Grand-père est mort de cause naturelle dans son sommeil. Pas de blessure, pas d'empoisonnement, pas de violence, juste la fin paisible de la vieillesse. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'arrivée de la police, car je pouvais enfin le pleurer sans soupçon. Mais le faux et l'argent étaient toujours là. Les chefs d'accusation comprenaient la non-déclaration de décès, la dissimulation d'informations, le détournement d'argent sans autorisation et l'usurpation d'identité.
La famille n'a pas été emprisonnée. Ils ont été placés en probation. Strict treatment severely. Tout acte répréhensible entraînerait la prison. Mon oncle, le cascadeur, a été condamné à une peine distincte et a coopéré à l'enquête. Il a également été placé en probation. Quant à moi, j'ai récupéré la maison, tous les biens. Pas énorme, mais suffisant pour expliquer pourquoi ils ont dû faire semblant si longtemps. Je ne les ai pas renvoyés. C'est le tribunal qui l'a fait. Ils sont partis discrètement. Sans excuse, ni même un regard dans les yeux. Maman a laissé un mot sur la table de la cuisine. Tu es toujours doué pour prendre ce qui ne t'appartient pas. Je l'ai brûlé dans l'évier. Le premier soir, je me suis assis dans son fauteuil. J'ai ouvert une bouteille de vin et posé mes pieds sur la table. La maison était silencieuse, sentant encore le bois ciré. Je ne me sentais plus heureuse, justifiée ou en colère. Juste abandon.